Vous aurez l'occasion de pouvoir suivre ce webinaire, cette présentation, hein, à nouveau en replay. Donc, si vous n'avez pas pu être là ce soir, c'est pas grave, vous aurez l'occasion d'avoir le replay. S'il y a des questions, il va falloir que vous utilisiez soit la main levée, hein, soit il faudra que vous écriviez vos questions dans le chat, dans discuter ou dans questions-réponses, Q&R. Et comme ça, nous vous prendrons au fur et à mesure. Et je crois que si je ne me trompe pas, Christian, qui est près de moi, que vous ne voyez pas, qui s'occupe de la logistique et de l'informatique, je crois que quand les personnes posent des questions, tu peux les mettre en ligne, c'est ça? C'est ça, voilà. Voilà, alors pour moi, c'est un peu, c'est un petit peu virtuel tout ça, parce que j'ai même pas un minimum de contact avec vous, hein. Je vais simplement essayer de me brancher à vous. Alors, cette soirée, c'est une rencontre. Alors, pourquoi elle a lieu, cette rencontre? Ça a été à la demande, justement, des Marocains, notamment de Nargis, qui est tombée en amour avec Christelle Chaya et cet enseignement, qui a été avec nous en Égypte. Et puis aussi des femmes que j'ai rencontrées au Maroc pendant le stage que j'ai co-animé avec mon ami Moundir Znibar. Beaucoup de femmes m'ont dit, Rosanna, Chamira, on veut te revoir au Maroc. Alors moi, évidemment, je serais ravie de revenir au Maroc pour transmettre tous ces enseignements. Mais je pense que cette rencontre était nécessaire et est nécessaire pour vous, pour que vous sachiez un peu qui je suis, quelle est ma démarche, etc., hein. C'est toujours important de savoir qui on est en face de soi, surtout que le channeling, c'est pas aussi évident que ça dans l'esprit des gens, de savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, comment ça se passe. On peut avoir des croyances là-dessus, des projections, on imagine des choses. Et puis, tous les channels ne sont pas forcément les mêmes et n'ont pas le même fonctionnement de travail, si je puis dire. Alors, aussi, vous voyez à côté de moi des crânes de cristal. Peut-être pour certains, ça peut vous paraître un peu étrange que j'ai des crânes près de moi. Ils sont toujours dans les enseignements avec moi. J'en ai d'autres, hein. Ce soir, j'ai privilégié Matrix, hein. Ça fait plus de 10 ans que ce crâne de cristal travaille avec moi et avec Christelle Chaya. Et puis, on a aussi Mel, notre amie Mel, qui est en lépidolite, hein. L'épidolite, qui est une pierre vraiment particulière qui travaille sur tout le système émotionnel. Et Mel, c'est Mel comme Melchizedek. Et on parlera aussi un petit peu, si vous voulez, des Melchizedek. Alors, les crânes, ce ne sont pas des têtes de mort, comme on pourrait croire, hein. Euh, dans les anciennes traditions, très très anciennes, hein, qui datent de la Lémurie notamment, hein, puisqu'on utilisait beaucoup les crânes de cristal en Lémurie, et puis ailleurs, hein, bien avant la Terre, dans d'autres civilisations, eh bien, les crânes de cristal symbolisaient la connaissance, hein. La connaissance, c'est celui qui transmet la connaissance, c'est celui qui porte la connaissance. Et puis, si vous regardez un crâne de cristal, hein, ça a quand même des propriétés piézoélectriques. Ça veut dire qu'il est à la fois récepteur, émetteur et puis amplificateur. Donc, les crânes, ce sont aussi comme un petit peu un outil, un ordinateur qu'aurait un maître pour pouvoir y déposer toutes ces informations. D'ailleurs, je donne aussi des enseignements sur les crânes de cristal, comment travailler avec les crânes de cristal dans le processus de guérison, hein. Il y a un stage en France au mois de janvier prochain sur les crânes de cristal et la conscience solaire, la conscience de notre être solaire. Mais avant tout ça, je vais un petit peu vous parler de mon cheminement. Alors moi, je suis Rosanna Narducci. Je suis née le 1er janvier 1972. J'ai 50 ans, bientôt 51 ans, dans un mois. Voilà. Donc, si on regarde ma date de naissance en numérologie, on voit le 1 et 1972, ça donne encore le 1. 3 fois le 1, comme si j'étais peut-être déjà prédestinée, hein. En tout cas, c'était noté dans mes chiffres de naissance, 3 fois le 1, et je canalise comme par hasard un maître de premier rayon, hein, qui est le maître Christelle Chaya du système d'Orion.
Alors, je suis née un 1er janvier 1972 dans une famille où j'avais une mère qui était toujours en recherche spirituelle, croyante, oui, hein, mais pas croyante, comment dire, pas une croyance de quelque chose qui était extérieur à elle, hein. C'était une croyance qui partait d'une recherche intérieure, à savoir qui je suis, pourquoi je suis sur Terre, c'est quoi finalement le sens d'une incarnation. Elle était un peu dans cette recherche qui peut être aussi une recherche philosophique. Donc j'ai une mère qui est née et un père aussi dans la religion catholique. Mon père, lui, c'était plus un homme, je dirais, pragmatique, hein, euh, qui était dans le monde des affaires. Et pour lui, d'abord, le concret de la matière et Dieu et les questions spirituelles ou philosophiques, on s'en occupera plus tard. Donc, j'ai grandi avec mes parents et dans la famille de ma mère, dans la lignée maternelle, j'ai quand même déjà une arrière-grand-mère qui était médium et qui communiquait avec des êtres d'une autre dimension, hein. Et aussi qui subissait parfois des attaques, hein, d'entités pas toujours très, très sympathiques, très fréquentables. Donc, mais mon arrière-grand-mère, c'était pas quelque chose qui se partageait, qui se disait, hein. C'était un petit peu secret, c'était un petit peu tabou, hein. Elle connaissait beaucoup les plantes aussi, hein. Elle soignait, elle était beaucoup en contact avec la nature, hein. Aujourd'hui, je sais que dans des vies passées, j'ai certainement rencontré en Lémurie, c'est sûr, et puis peut-être même chez les Indiens peau-rouge. Mais en tout cas, voilà, cette arrière-grand-mère, je ne l'ai jamais connue, elle est morte bien avant que je naisse. Mais déjà, dans cette lignée, il y a une prédisposition pour le monde de l'au-delà. Et donc, quand j'étais enfant, eh bien, en maternelle, j'avais beaucoup de mal à aller en maternelle, hein. Je n'étais pas quelqu'un qui aimait beaucoup l'école. Donc, je restais plutôt solitaire dans mon coin et je parlais à d'autres êtres. Pour moi, c'était quelque chose de naturel, de spontané, de normal. C'était ma norme à moi. À 3 ans, il s'est passé un phénomène particulier. Je partageais ma chambre avec ma sœur aînée qui a 6 ans de plus que moi. Et je me souviens que je dors et j'entends du bruit autour de moi. J'entends presque comme si on parlait autour de moi. Je me réveille. Je me souviens que je vois ma sœur dans son lit, pas très loin. Et en même temps, je vois des gens autour de moi. Une femme notamment, une femme qui apparaît vêtue tout en blanc, en vêtements blancs. Elle était plutôt blonde, assez lumineuse. C'était un peu comme vous et moi, mais une forme un peu plus rayonnante, plus lumineuse, plus éthérique, tout en étant quand même physique, parce que je voyais de la peau et je voyais aussi des hommes à côté d'elle et tous vêtus de blanc. Et comme ma mère travaillait dans le milieu hospitalier, euh, petite fille comme ça, ces êtres en blanc, dans mon imaginaire de petite fille, je les ai associés à des médecins. Donc pour moi, c'était des médecins. D'autant qu'à un moment donné, j'ai vu cette femme qui prenait mon bras gauche et je voyais comme une sorte de rayon de lumière avec quelque chose qui rentrait à l'intérieur de moi et dans mon imaginaire, je recevais comme une piqûre, hein, comme une piqûre quand on reçoit une piqûre à l'hôpital. Euh, mais ce n'était pas douloureux comme une piqûre, évidemment, mais en tout cas, dans mon imaginaire, c'est comme ça que j'ai perçu les choses. Et puis, je me suis dit, c'est pas normal que je vois ces gens, mais ils étaient bienveillants, hein. Je me souviens que la femme m'a caressé la joue et je me suis dit, mais c'est pas normal qu'il y a des gens qui sont dans ma chambre. Donc, j'ai fermé les yeux, j'ai réouvert les yeux, ils étaient toujours là, je les ai refermés. S'il faut pas que je les voie, faut pas que je les voie, j'ai réouvert et à un moment donné, ils n'étaient plus là. Mais j'ai raconté à ma mère au petit matin, voilà, il y avait des gens dans ma chambre qui sont venus, il y avait des docteurs. Et ma maman m'a dit, bah, écoute, t'as dû faire un rêve. Seulement à partir de ce moment-là, mes perceptions ont un peu changé. J'ai commencé à voir des êtres devant moi. J'avais 3 ans et demi, qui se présentaient en me disant qu'ils étaient de Vénus, de Mars. Alors, moi, à 3 ans et demi,
Je ne pratiquais pas d'astronomie, on ne me parlait pas de Vénus ou de Mars, hein. Donc, ces êtres-là étaient là, bienveillants. Et puis moi, j'allais, c'est curieux, hein, mais j'allais près de la cuvette des toilettes et puis je regardais la cuvette, je disais, allô, ici, la Terre, tout va bien. Donc, pourquoi les cuvettes? Je n'ai jamais vraiment compris. Le seul lien que j'ai fait, c'est cuvette des toilettes, canalisation, hein. Peut-être que c'était déjà inconsciemment canalisation. Le mot canalisation en anglais, c'est channeling, hein, justement. Je vous expliquerai après un peu ma vision sur le channeling. Et puis, donc, j'ai grandi, hein, à un moment donné, ma mère m'a quand même dit, il faut que tu ailles quand même à l'école, hein, il faut que tu te prépares pour tes futures études, etc. Donc, la dernière année de maternelle, j'ai bien voulu y aller. Et vous voyez comme quoi la vie, elle est intelligente et pleine de bon sens aussi, hein, et de guidance, de protection. Je me suis retrouvée avec une institutrice qui était très, très, très ouverte. Elle nous parlait tous les matins des peaux rouges, de comment ils vivaient. Et tout ça, ça me faisait vraiment vibrer dans mon cœur. Surtout qu'à l'époque, à mon époque, hein, qui se finit dans les années 70, on ne parlait pas des peaux rouges comme aujourd'hui, hein. C'était vraiment les films de cow-boys avec les méchants indiens et puis les gentils cow-boys. Et elle nous parlait vraiment de la vraie vie des Indiens peau rouge, de leur lien avec la nature, avec cette conscience finalement d'un tout qui est relié au tout. Et ça me parlait beaucoup. Sans doute, ça venait réveiller en moi certaines mémoires. Et puis, j'ai joué le jeu ensuite, hein. Je suis allée à l'école, j'ai fait mes études. Et à l'âge de 16 ans, il m'est arrivé une épreuve de vie importante. J'avais 16 ans quand mon père, qui en avait 42 et qui était toujours en excellente santé, qui faisait même des cures de jeûne en Allemagne avec ma mère, eh bien, il s'est retrouvé avec un cancer. Quand on a découvert son cancer, il était généralisé, des métastases partout, sur tous les os, et en 6 mois, je l'ai vu partir. Mais même s'il y a eu de la souffrance, parce que c'est toujours douloureux, hein, c'est douloureux d'accepter finalement que quelqu'un de jeune, déjà accepter qu'on va perdre quelqu'un de cher, qu'on n'aura plus cette proximité physique, mais aussi de se dire 42 ans, c'est pas un âge pour partir, quoi, c'est pas naturel. C'est pas comme si on en a 80, 90 ans, on se dit, bon, il y a une vie derrière. Là, je voyais un homme de 42 ans qui avait plein de projets, plein d'espoir. Mais en même temps, j'ai aussi vu un cheminement qu'il a eu dans sa maladie. Lui qui était justement très matérialiste, pragmatique, c'était un père de famille. Pour lui, c'était important de mettre sa femme et ses enfants dans une certaine sécurité matérielle. Et là, tout d'un coup, la vie, il est fauché, quoi. À 42 ans, la vie va le faucher, va le prendre, va le cueillir, hein, ou la mort va le cueillir en tout cas. Et j'ai vu son cheminement. J'ai vu qu'il y a comme une espèce de coquille, il y a quelque chose, il a lâché prise dans sa maladie. Il a lâché prise. J'ai vu mon père pour la première fois beaucoup pleurer, lâcher ses émotions. Et, euh, et aujourd'hui, je peux le dire, il n'a peut-être pas guéri, hein, puisqu'il est mort de son cancer. Son cancer était à un stade déjà assez avancé. Il n'a pas guéri physiquement, mais au niveau de son âme, waouh, en 6 mois, quelle transformation il a eue. Euh, je veux dire, il s'est complètement reconnecté à qui il était, il a lâché ses peurs, il a lâché tout ce qu'il avait formaté, hein, dans sa vie pour être fort, pour être protecteur, pour être un homme. Tout ce qu'il a pu lâcher. Et je me suis dit que finalement, quand on regarde une maladie ou maladie, la souffrance, la mort, c'est quoi le sens de tout ça finalement? Alors j'avais par exemple ma grand-mère paternelle, la mère de mon père, qui elle était en grande souffrance et qui était dans une souffrance telle qu'elle a été jusqu'à dire pourquoi c'est mon fils qui est mort, pourquoi c'est pas son cousin, mon fils était mieux. Bon, c'est un peu choquant comme ça d'entendre ça,
Mais en même temps, je me suis dit, waouh, elle est vraiment en souffrance. Et, euh, et la vie, c'est quoi le sens de la vie, quoi? Qu'est-ce que je vais faire de cette épreuve, moi, avec mes 16 ans et quelques? Je sais qu'il y a le vide du père. Et le vide du père, c'est là, c'est réel, c'est quelque chose de palpable. Mais qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Qu'est-ce que je vais faire de cet héritage-là? Qu'est-ce que je vais faire de ces épreuves? Et ça a été, si vous voulez, aussi le début de mon cheminement, hein. Ça me fait un peu penser à Bouddha aussi, Siddhartha, avant d'être Bouddha. Rappelez-vous, hein, peut-être certains d'entre vous connaissent l'histoire de Siddhartha. Il est dans un palais, tout est beau, tout est pur, tout est parfait. Son père fait tout pour le maintenir dans ce palais, pour faire de lui son futur héritier, hein, le futur roi d'un empire. Donc tous les gens doivent être beaux, jeunes, euh, tout doit être harmonieux. Et puis à un moment donné, Bouddha, il se dit, bon, ok, c'est bien là, mais moi, j'aimerais voir au-delà des murs du palais. Et quand il sort, on lui organise une sortie, évidemment. On veut aussi que dehors, tout ce qu'il va voir, percevoir, ce soit harmonieux et parfait. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, il voit une personne qui est malade. Et on lui dit, bah oui, vous aussi un jour, vous rencontrerez la maladie. Il voit une autre personne à un moment donné qui est toute vieille, toute waouh, il est étonné, il est choqué, il n'a jamais vu de vieux, hein. On lui dit ben oui, c'est le sort de chacun un jour de vieillir. Et puis il voit à un moment donné des rituels de funérailles, hein, de mort qu'on est en train de brûler. Et on lui dit ben voilà, la vie c'est ça. La vie, à un moment donné, il y a la maladie, il y a la vieillesse et il y a la mort. Et il se dit c'est quoi le sens de la vie? Ça sert à quoi finalement d'être en vie si c'est pour être malade, pour vieillir et mourir? Il y a quelque chose qui doit aller au-delà. Et c'est un peu cette démarche aussi finalement que j'ai eue, puisque très, très jeune, hein, à 16 ans, j'ai eu cette mort de mon père et ce vide, ce manque du père. Et j'en ai fait de cette fragilité, de ce manque, je me suis attelée en tout cas à en faire une force pendant ma vie. Voilà, parce que je suis persuadée aujourd'hui que la vie, euh, les épreuves que l'on a, elles sont là. Pourquoi elles sont là? Est-ce important de savoir pourquoi? Le plus important, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, les contraintes, les épreuves, on en a tous et on en aura tous. Et on les a à la mesure de ce qu'on est capable de supporter aussi, hein. Mais comment je vais les vivre, ces contraintes? Comment je vais les vivre? Comment je vais réagir? Est-ce que je vais maudire le diable, Dieu? Je vais tenir responsable les autres, les pouvoirs politiques de ce qui arrive en ce moment sur Terre? Hein, pas plus tard qu'il y a 2 ans, on a vécu la crise sanitaire. Est-ce que je vais accuser les autres, être dans un état de victime, hein, et par compensation, après, je vais peut-être essayer d'être sauveur et finalement finir par être persécuteur. Est-ce que je vais rester enfermée comme ça dans un non-sens, dans un état d'impuissance ou de résignation ou à quoi bon, hein? Ou est-ce que je vais regarder toutes ces épreuves et me dire finalement, euh, qu'est-ce que je vais en faire? C'est quoi ma traversée? Et ça, c'est un peu mon leitmotiv, hein. Euh, la vie, pour moi, c'est cadeau ou fardeau. Et je sais ô combien les personnes qui sont en chemin, en ouverture de conscience, et qui ont très jeunes été confrontées à des épreuves de vie, eh bien, la question qu'on peut se poser, qui suis-je? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? C'est quoi le but d'une incarnation? C'est quoi le sens de toutes ces épreuves? Eh bien, moi, je dirais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais en faire? Hein, je repense souvent, parce que je vous le dis, hein, même si je pense que les religions aujourd'hui, elles sont ce qu'elles sont, hein, les maîtres qui sont à l'origine de ces religions sont des maîtres incontestables comme le Christ, comme
le Bouddha, comme le prophète Mahomet. Tous les enseignements ont des valeurs équivalentes. Après, ce que l'humain en a fait, les luttes de pouvoir qu'il peut y avoir autour des enseignements spirituels, ça, c'est de l'ordre de l'humain. Mais en tout cas, moi, dans la religion dans laquelle je suis née, quand même, eh bien, au-delà même de la religion, je suis en lien, évidemment, avec Yeshua, avec Jésus, avec le Christ. Et quand j'ai observé ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu, finalement, c'est les épreuves, c'est que ta volonté soit faite, non la mienne. Hein. On pourrait voir qu'à l'époque, peut-être certains, au moment de la crucifixion, qui avaient suivi Jésus et qui croyaient en lui, en son message, en sa puissance d'amour, se sont dit « Waouh, que Dieu intervienne, qu'il l'élève immédiatement au ciel ». Mais les textes sont formels, il a vécu une crucifixion et c'est surtout comment il l'a vécu. C'est ça le message. Hein. C'est Père, Mère, que ta volonté soit faite, mais aussi Père, Mère, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas lui en tant que personnalité humaine qui pardonne, c'est vraiment, il s'adresse à ce qui est plus grand que lui. D'ailleurs même, puisqu'on a quelques musulmans là qui nous écoutent. Enfin, je pense qu'au Maroc, la plupart des personnes sont de confession musulmane. Musulman, c'est soumis, mais c'est pas être soumis. Je suis soumis comme un petit soldat, soumis à mon supérieur hiérarchique. Non, c'est soumis dans ce lien d'amour. C'est plus grand que moi. Hein. C'est plus grand que moi, je m'incline. Hein. Donc finalement, l'enseignement est le même. Hein. Quand Jésus disait Ephata, hein, ouvre ton cœur et incline-toi, ça veut dire ne te présente pas devant le Seigneur avec ta tête, avec ton mental, avec tes certitudes, avec tes projections, avec tes attentes, mais sois vraiment dans cette ouverture. Et je dirais que il faut aussi les épreuves, elles sont là pour nous faire une proposition. Et la proposition, c'est le choix. C'est quoi notre choix? C'est d'y aller en frontal, d'aller dans la surpuissance ou d'être tout le temps dans son impuissance et sa résignation, ou c'est vraiment d'accueillir, d'accepter que c'est plus grand que soi ce qui nous arrive. Hein. Et dans ce plus grand, comment je vais être, comment je vais réagir? Est-ce que je vais nourrir des parties ombres ou est-ce que je vais développer toute ma puissance d'amour? En tout cas, voilà, à 16 ans, il s'est passé la mort de mon père. Ça a été un moment important. Peut-être que je n'aurais pas eu cette démarche spirituelle aussi rapidement dans ma vie s'il n'y avait pas eu cette épreuve. En tout cas, la même année, il s'est passé un phénomène qu'on peut qualifier de paranormal et qui allait être certainement déterminant pour toute mon existence. Je suis sur une autoroute qui va en Allemagne avec ma mère. Il pleut, il fait mauvais. Et tout d'un coup, sur le pare-brise de la voiture, il y a comme un œuf de cristal, ou on pourrait dire un grêlon, qui tombe et qui fissure légèrement le pare-brise. Ma mère se dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des grêlons? Non, il n'y avait pas de pluie de grêlons. Il y avait une simple pluie, il n'y avait pas de grêlon. Il y a juste là. Alors bon, ma mère était contrariée parce que le pare-brise fissurait. Et tout d'un coup, du toit de la voiture, à l'intérieur de la voiture, il y a là une matérialisation qui se fait. Une matérialisation, une pluie de cristal qui tombe sur moi, comme des morceaux de cristaux. Ma mère les a vus, elle est à côté de moi. Ça se matérialise et je sens les morceaux de cristaux. Et il y en a plein qui tombent sur moi. Je fais les essuie-glaces s'arrêtent de fonctionner. Ma mère s'arrête en voiture. Au premier endroit où elle peut s'arrêter. Elle ouvre la portière. Elle se dit qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est cassé. Il y a du verre partout, mais en fait, il n'y a plus de verre. Quand on ouvre la portière, il n'y a plus de verre. Tout a fondu en moi ou s'est redématérialisé à l'intérieur de moi.
Donc, il n'y a plus rien. On continue à rouler, les essuie-glaces s'arrêtent, reprennent, et puis finalement, les choses reprennent. Bon, on est un peu sous le choc, on est stupéfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi une matérialisation d'une pluie de cristal avec un bruit comme un doux cliquetis? Quelque temps après, j'entends dans ma tête qu'on me dit mange la poudre de cristal. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon. Et souvent, avec ma mère, le dimanche, ben, on parlait. Hein. Ma mère lisait beaucoup de livres, je vous ai dit, c'était une chercheuse. On parlait de Dieu, de plein de choses. Et je ne sais pas, je me mets à parler de l'ADN, de l'humain, mais ailleurs que sur Terre. Et je parle, je parle, je parle. J'ai 16 ans et quelques. Ma mère dit, mais d'où elle sort toutes ces informations? Elle ne lit pas de livres. Et elle sent que c'est plus moi qui parle. Elle sent qu'il y a comme quelque chose qui me traverse, quelqu'un ou un être qui me traverse. Et puis je parle, j'explique des choses. Et à un moment donné, ça s'arrête et je suis fatiguée. Et je demande à ma mère de me coucher parce que je suis fatiguée et je dors 24 heures. En fait, je venais de vivre ma première expérience de channeling sans savoir que c'était du channeling, sans savoir ce qui m'arrivait réellement. Je sentais bien que j'étais dans un état non ordinaire de conscience, mais je ne savais pas vraiment ce qui m'arrive. Et puis ça, ça s'est pas reproduit tout de suite. J'ai continué mes études, je me suis retrouvée au bac. J'étais plutôt prédisposée à faire des études littéraires et j'avais même un projet, puisque j'étais au conservatoire d'art dramatique dans ma région. J'avais comme projet d'aller sur Paris pour continuer dans le théâtre, en faire quelque chose de professionnel. C'était mon projet. Mais la vie, ou Cristal Chaya déjà, on a certainement décidé autrement. Je me suis retrouvée en tout cas après mon bac, vraiment à pas trop savoir ce que j'allais faire. Les études que j'entreprenais à la fac ne me convenaient pas du tout, mais vraiment pas. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Pourquoi je suis là? C'est quoi ma place là sur cette planète? Et j'ai eu la chance, ma mère, vous voyez, il y a aussi des synchronicités dans la vie. Ma mère lisait des livres à l'époque de Patrick Drouot. C'est un physicien, donc un scientifique, il a une démarche scientifique, mais qui a voulu aller voir plus loin que la physique classique. Et donc, Patrick Drouot est allé à l'Institut Monroe aux États-Unis et a étudié les états modifiés de conscience. Hein. Et il a mis une technique en place qui est très simple. Hein, on vous met en onde alpha, on vous met en relaxation, hein, un peu comme quand on fait une hypnose, sauf que là, on reste quand même conscient de ce qui se passe. On est dans un état de relaxation profonde, on est aidé par de la musique, par aussi des suggestions, hein, des phrases, euh, et on vous fait basculer comme ça en état non ordinaire de conscience. On peut aller voyager à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son ADN, et aller jusqu'à rencontrer des mémoires, parce qu'on a dans notre ADN, ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial, on a de la mémoire de vie antérieure, la mémoire de notre vie fétale. En tout cas, voilà, moi donc ma mère lisait des bouquins comme ça et elle se disait, oh là là, pourquoi je ne rencontre pas une personne comme Patrick Drouot? Et voici qu'une amie d'enfance à moi me parle de son oncle qui veut lui faire des régressions. Et puis ma mère écoute un peu cette conversation. Elle dit, mais dis donc, ce que tu me racontes, ton oncle, il ne serait pas formé par Patrick Drouot? Et il s'avérait que oui. Cet oncle en question était formé par Patrick Drouot. Donc, à 18 ans, j'ai vraiment eu la chance, enfin non, 19 ans, pardon, j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui s'appelait Maurice et qui avait été formé par Patrick Drouot. Alors pour moi, c'était extraordinaire. Extraordinaire de pouvoir aller revivre des choses de mon enfance. Alors, première fois que j'ai fait une régression, je suis allée visiter mon enfance, je me suis dit, bon, mon enfance, quand même, je me souviens de mes 15 ans. Bon, c'est vrai que mes 3 ans, mes 2 ans, je me souviens moins. Puis il y a des choses qui me sont revenues. Mais la deuxième séance, waouh, ma vie fétale. Là, qui se souvient de sa vie fétale, franchement? Et puis, je suis allée vivre ma vie fétale et j'étais très étonnée des ressentis, même physiques, que je pouvais avoir dans mon corps.
pendant cette régression. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans des vies passées. Alors, ce n'est pas une question de croyance. Hein. C'est pas je crois à des vies antérieures ou j'y crois pas. C'est une autre démarche. C'est une démarche qui part de l'expérience. Ce n'est pas une théorie. Hein. Je ne chercherai pas à vous convaincre, vous, de savoir si les vies antérieures existent, n'existent pas, si on a bien été un tel, ou si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je vais avoir plutôt une démarche intérieure. Qu'est-ce que j'expérimente? Et si ce que j'expérimente, j'arrive à mettre du lien, à faire du lien avec ma vie du présent, à faire du lien, et petit à petit à cheminer et à changer, à être un peu plus maître de ma vie, peut-être que ce que j'ai expérimenté, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai, ça correspond à ma vérité intérieure. Et le fait d'avoir vécu comme ça des états non ordinaires de conscience, d'avoir trouvé des vies, ce qu'on appelle karmiques, des vies douloureuses, des vies où c'était pas toujours drôle, surtout à certaines époques, au Moyen-Âge, on pouvait être écartelé. Et puis des vies aussi initiatiques, heureusement. Des vies où j'ai eu des contacts, ou peut-être même vous, certainement aussi, vous avez eu des contacts avec des maîtres, comme Krishna, comme Jésus, comme d'autres maîtres, voilà. Ou des maîtres soufis. Je sais que j'ai eu des existences, une existence auprès de maîtres soufis. Donc, comme ça, on porte à l'intérieur de soi, dans notre ADN, de la mémoire individuelle, mais à la fois, c'est une mémoire collective. Je veux dire, aujourd'hui, j'utilise un outil formidable qui est la respiration en hyperventilation, qu'on appelle respiration holotropique, que moi j'appelle respiration solaire parce qu'elle est active. Elle allume le feu, la respiration, quand on fait des respirations rapides. Bien, on suroxygène les cellules et à un moment donné, il y a des portes qui s'ouvrent comme des portails qui s'ouvrent à l'intérieur de la cellule et on accède à de la mémoire. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, qui que vous soyez, où que vous habitiez sur Terre, quel que soit votre pays, votre religion, vos aspirations, finalement, on est tous engagés sur ce vaisseau Terre. On respire tous le même prana, la même énergie. On traverse tous les peurs, les colères, la résignation, l'impuissance, la toute-puissance, les tristesses. On traverse tous, on a tous traversé des époques différentes et on a tous connu à peu près les mêmes émotions. Et de savoir que j'appartiens à une conscience collective, à une conscience de l'humanité, moi, ça me permet de retrouver ce lien avec tous, quoi. Je veux dire que finalement, on est avant tout reliés les uns aux autres. On est reliés les uns aux autres entre humains, mais on est aussi reliés à notre planète. On ne peut pas être séparé de la planète. On ne peut pas se dire que d'un côté, la planète, elle est en souffrance et que nous, on va bien. Ce n'est pas possible. On est liés au devenir de notre Terre. Les choix qu'on fait, ils ont des conséquences pour notre planète. Ils ont des conséquences aussi sur les animaux. On est lié au peuple animal, on est lié aux minéraux, on est lié aux végétaux. Donc, moi, ça m'a permis de vraiment conscientiser de l'intérieur tout ce que nous ont toujours dit finalement les grands instructeurs, les grands maîtres. Donc, c'est sortir de la théorie pour rentrer plus dans un champ expérientiel. C'est un petit peu tout est en toi. Le divin, Dieu est à l'intérieur de toi comme à l'extérieur de toi. Et j'ai réalisé aussi que tous ces grands instructeurs qui sont venus sur Terre, à chaque fois que l'humanité en a eu besoin, et qui nous ont transmis cette connaissance d'amour, tous ces grands instructeurs ont été là pour finalement stimuler notre éveil.
nous rappeler aussi les lois fondamentales de l'univers. Et aujourd'hui, nous sommes à une époque où nous devons acquérir une certaine maturité de conscience. Hein. C'est un peu notre challenge. Donc, le channeling, tous ces états non ordinaires de conscience, on peut à peu dégager mon canal. On a tous un canal, hein, un canal Sushumna. Et à un moment donné, Crystal Chaya s'est présenté à moi en me donnant son nom, Crystal Chaya. Et il m'a d'abord conseillé intérieurement. Il m'a envoyé vers des enseignements, il m'a permis aussi de rencontrer des êtres, des maîtres, d'avoir des initiations, notamment chez les Tibétains, de rencontrer aussi des maîtres en Inde. Et aujourd'hui, je pourrais poser cette question, hein, est-ce que Dieu a une religion? Je ne crois pas. Le sens premier du mot religion, c'est religio, hein, se relier au soi divin, retrouver le lien, retrouver ce lien d'amour, retrouver, faire vibrer, devenir une loi vivante, hein, faire vibrer les lois divines. Et la loi, qu'est-ce que c'est que la loi? Ben, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est respecter le vivant, donc c'est retrouver la reliance. C'est de me dire qu'aujourd'hui, si je veux que le monde change, ben, ça doit commencer par moi, à l'intérieur de moi. Si je veux qu'il y ait la paix dans le monde, ben, il va falloir que j'aille à la rencontre de toutes les parties de moi qui sont encore en conflit, qui sont encore en lutte de pouvoir. Il faut que j'aille me visiter à l'intérieur de moi parce que ce qui va guérir à l'intérieur de moi ben, va rayonner aussi à l'extérieur de moi. Donc, j'ai eu un peu cette démarche et c'est ça aujourd'hui que je transmets. C'est ce chemin de transcendance. Donc, j'ai rien à prouver. J'ai pas à convaincre qui que ce soit. J'ai juste à témoigner de ce que je suis, de ce que je vis, de ce qui se passe. Et j'ai la grande chance de canaliser Crystal Chaya, qui sur Terre a eu quelques incarnations terrestres dans ses parts multidimensionnelles, parce que finalement, même là, je suis Rosanna, je suis peut-être qu'un fragment, qu'un rayon de ce que je suis dans d'autres dimensions. Hein. Je suis qu'un reflet de ce que je suis. Et en tout cas, Crystal Chaya sur Terre a été un reflet. À un moment donné, il a été Jean le Baptiste. Mais avant ça, même tout ce qui se passe sur Terre, il y a une origine. Notre évolution n'a pas commencé sur Terre. Elle a commencé bien avant la Terre. D'ailleurs, même dans Yeshua l'a dit, Jésus l'a dit, vous êtes sur Terre, mais vous n'êtes pas de la Terre. Et notre évolution a commencé bien avant. Et Crystal Chaya, ce qu'il nous propose aujourd'hui, à notre époque particulière, parce qu'on vit quand même une époque particulière, une époque charnière, hein, on sent qu'il va y avoir un changement, qu'on a aussi des choix, des directions à prendre, à faire les bons choix, en tout cas les faire avec le plus de conscience possible. Et ce qu'il nous propose, c'est sa vision qui est plus intégrale, c'est-à-dire une vision qui nous rappelle que nos origines, ben, c'est avant la Terre, et que peut-être que même tout ce qu'on a traversé sur Terre depuis des siècles, ben, ça a du sens. Ça a du sens si on regarde tout ce qu'on a vécu avant sur Terre. Et que finalement, ombre et lumière, masculin, féminin, c'est aussi à l'intérieur de nous. Tout est à l'intérieur de nous-mêmes. Tout à l'intérieur, à l'extérieur. Tout communique. C'est comme une respiration. C'est comme un état amoureux. Hein. À l'intérieur, à l'extérieur. Inside and outside. Et Crystal Chaya, c'est aussi un Melchizedek. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Melchizedek? Je l'explique dans les enseignements. Hein. Je vais simplement vous dire que Melchizedek, c'est un guide. C'est pas n'importe quel guide. C'est un guide
qui va précisément être là pour aider l'ensemble de l'humanité à intégrer les lois divines, à intégrer le processus de transcendance. Hein. Et Krishna Chaitanya, sa particularité à lui, c'est qu'il voit qu'à l'intérieur de notre ADN, il y a 2 courants d'énergie. Il y a un courant qui est amour, lien d'amour, amour éternel, qui est bienveillance, qui veut aider, qui est plein de bonne volonté. Et puis, il y a un autre courant d'énergie à l'intérieur de nous, qui est plus dans la compétition, l'envie de briller, l'envie de performer, l'envie peut-être d'être le premier, hein, en poussant les autres, en poussant du coude. Il y a 2 forces qui sont présentes. Et que si vous regardez tous nos systèmes actuels, ils sont faits pour stimuler la partie un peu conquérante. Hein, la partie qui veut briller, qui veut performer. Il y a toute une éducation qui est faite aujourd'hui. Regardez, on vous dit, il faut faire. Il faut faire hein, pour avoir. Et puis l'être, on s'en occupe pas ou très peu. Et si on laisse aller ce courant-là, eh bien, l'avenir n'est pas très... l'avenir pourrait être inquiétant. Hein. D'ailleurs, on le voit, on est dans la surconsommation, on est dans le consumérisme à outrance, il faut toujours plus, faire plus, performer plus, dans un minimum de temps, etc. Hein. C'est tout le travail qu'on a fait en Égypte sur le striatum. Mais je crois que là, nous sommes arrivés à un moment où nous devons revenir à nous-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est finalement le plus important? C'est quoi nos besoins? La priorité, c'est notre être. Hein? C'est de revenir à comment je me sens. Comment je me sens? Si je me sens résigné ou impuissant, il va falloir que je m'en occupe de ces émotions qui peut-être sont perturbantes. Si je suis dans la paix, pas dans une paix extérieure où je me dis « Oh là là, il faut que je sois en paix, il faut que j'envoie de la lumière, il faut que je sois une bonne personne. » Non, pas des choses qui sont de l'ordre de la morale ou du contrôle. Mais vraiment, si je suis la paix, si à l'intérieur de moi, je vibre la paix, ok, c'est merveilleux. Et je vais tellement vibrer qu'il va y avoir un rayonnement autour de moi qui fait que demain, je serai peut-être dans un endroit où c'est très agité, parce qu'il y a beaucoup de monde, et tout d'un coup, je vais diffuser la paix, simplement parce que je serai en présence, peut-être même sans rien dire. Juste ma présence va faire qu'il va y avoir une paix dans l'environnement. L'environnement va s'imprégner de cette paix que j'émane. Mais si je ne suis pas en paix, si je suis agitée et que si en plus je vais dans des endroits où il y a de l'agitation, de la colère, de la violence, et que moi, à l'intérieur de moi, il y a aussi de la violence parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas guéries parce que j'en veux à la terre entière, ma violence que j'ai à l'intérieur de moi, ou ma colère, ou ça va venir nourrir des forces à l'extérieur de moi, des forces qui seront sur le même taux vibratoire. Donc, j'ai aussi cette responsabilité-là. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, dans ce que je suis, dans ce que j'expérimente, et les personnes qui suivent les enseignements de Krishna Chaitanya, ce ne sont pas des enseignements théoriques qui nourrissent la tête ou qui nourrissent les certitudes ou les attentes des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est vrai, pour suivre les enseignements de Krishna Chaitanya, il faut beaucoup de courage, il faut de la persévérance,
il faut aussi beaucoup d'amour de soi-même. Parce qu'aller à la rencontre des parts souffrantes, ben, c'est pas très agréable. Hein. Si demain je vais à la rencontre de parties de moi qui sont tristes, ou des parties de moi qui sont peut-être conquérantes et qui veulent le pouvoir, ou des parties de moi qui se disent à quoi bon être sur cette planète, à quoi bon faire des efforts, le monde ne change pas. Si je vais toucher ces parties-là, ben, ce n'est pas forcément très agréable d'aller à la rencontre de ces ombres. Mais en même temps, tellement libérateur. Parce qu'à chaque fois qu'on libère ces parties emprisonnées de nous-mêmes, ces parties qui tournent en rond dans un cercle infernal, là, dans l'obscurité, sans issue, à chaque fois qu'on va s'occuper de ces parties-là, on récupère de l'énergie, on récupère de la force, on récupère des énergies positives. Et en les récupérant, on se renforce dans notre lumière. Et quand on se renforce dans notre lumière, eh bien, on devient des petites lumières dans ce monde. On devient des cellules de lumière, des cellules d'amour dans ce grand corps du collectif humain. Et on fait du bien. On apporte un vrai rayonnement. Pas un rayonnement basé sur de la morale, sur quelque chose d'extérieur. Oui, il faut envoyer de la lumière, il faut envoyer de l'amour. Le il faut, ça ne marche pas. C'est du contrôle. Mais quand on a soi-même cheminé, traversé, transcendé et inclus ces parts de nous-mêmes, quand on a trouvé cette réconciliation à l'intérieur de nous, eh bien, on peut la transmettre. Et on ne la transmet pas que dans ce monde d'humains, puisque on se rend compte aujourd'hui, dans cette vision qui devient de plus en plus intégrative et intégrale, on se rend compte que nos origines ne sont pas de la Terre et que quand on va guérir les parties de nous qui sont conquérantes et qui veulent se battre et qui sont dans la résistance, quand on guérit tout ça, eh ben on guérit d'autres êtres qui sont en lien avec ces parties de nous. Ces autres êtres qui sont en lien avec ces parties de nous, c'est ce qu'on appelle les forces de dispersion, qui sont peut-être aussi des reptiliens, des dracos, même des démons. Alors, Crystal Shaya apporte aussi une vision nouvelle sur les reptiliens. Si on regarde, vous savez, j'ai écrit beaucoup de livres en channeling, 3 conclaves, qui ont été canalisés en 3 jours et demi face à un public sur Paris, qui ont été transcrits en livres, et puis Mémoires d'Orion. Ça a pris plusieurs années pour reconstituer ces mémoires. Aujourd'hui, Mémoires d'Orion est aussi édité aux États-Unis. Orion Recall. Alors, j'en suis très fière parce que d'habitude, c'est plutôt des channels américains comme Lee Carroll qui canalise Crayon ou d'autres qui sont édités en français. Et là, c'est un channeling, une transmission qui part finalement de la France et qui est exportée vers les États-Unis. Parce que dans le monde aujourd'hui, certains dénoncent le gouvernement secret, dénoncent les reptiliens. On présente les reptiliens comme vraiment l'ennemi à abattre, les méchants, les monarques conquérants. Ok, il y a des êtres comme ça. Et peut-être qu'on ne pourra pas toucher leur cœur aujourd'hui. Mais avant de vouloir comme ça tout de suite aller toucher le cœur des conquérants ou alors être tout le temps en combat, en frontal avec les conquérants, il faut peut-être lâcher tout ça et aller regarder finalement ce qu'on a hérité d'eux, que ces parts-là, elles vivent en nous et qu'il y a des parties de nous qui sont comme ces peuplades reptiliennes, c'est-à-dire des parties de nous qui se sentent esclaves, il y a des parties de nous qui se sentent contraintes, exécutantes et qui ont peur de changer, peur de tomber dans l'insécurité. Hein. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir une autre perception. Une perception que, finalement,
ces forces qui paraissent, ces forces de dispersion qui paraissent très éloignées de nous, qui paraissent intouchables, qui sont sur leur tour d'ivoire, qui ont la toute-puissance mondiale, etc., de se dire, bah, plutôt que de les voir à l'extérieur de moi comme les super tout-puissants, bah, si je regarde qu'ils vivent en moi. Et que donc, si j'arrive à, à trouver ce chemin de réconciliation, si j'arrive à leur ouvrir une porte pour leur dire, hé, inclinez-vous, parce que finalement, vous ne faites que jouer un rôle. Inclinez-vous face à la source d'amour. Inclinez-vous parce que vous le vouliez ou non, vous êtes issu de cette source. Si j'arrive déjà à m'occuper de ces parts-là à l'intérieur de moi, bah, par résonance, parce que ça fait partie des lois de vie, la résonance, hein, par résonance, petit à petit, une information va circuler et va peut-être aller toucher les super puissants qui ont les manettes du pouvoir sur cette planète. Voilà, en tout cas, c'est un peu un rêve que j'ai, mais c'est pas un rêve utopiste, hein. C'est concret en même temps. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, avec le maître Cristal Chaya, eh ben, j'accompagne les gens à intégrer leur part d'ombre, à arrêter de dire, oh là là, j'ai un implant ou j'ai tel problème, tel défaut, il faut que je m'en débarrasse. Non, c'est qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais l'intégrer? Comment je vais faire de mes épreuves mes preuves d'amour? Comment je vais faire de quelque chose de douloureux? Parce qu'il y a des gens qui traversent des choses très douloureuses. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, avoir été violé, avoir été incesté, avoir été maltraité. Comment je vais faire de ça mon excellence? C'est quoi mon chemin d'éveil? Tout le monde, comment je vais refaire circuler l'amour à l'intérieur de moi, l'amour dans ma famille, l'amour avec mes enfants, l'amour avec mes parents? Hein. Parce que vous le savez très bien, que vous avez beau dire, ah bah moi, un tel, par exemple, j'ai un parent, je dis n'importe quoi, il m'a fait ça, ça, ça et ça, je veux plus le voir. Maintenant, je suis adulte, j'ai coupé les ponts. Bah peut-être, mais c'est pas parce que vous voyez plus quelqu'un physiquement que vous avez forcément coupé énergétiquement, pas du tout. Hein. Justement, ce dont vous êtes en réaction, ce que vous rejetez, bah, ça grandit à l'intérieur de vous, ça vous emprisonne quelque part. Donc, ma démarche, elle est vraiment celle du chemin, de la transcendance. Je vous dirais, c'est un archétype dans les mémoires d'Orion, qui est l'archétype de Shah Amin-Ra, celui qui représente l'allégeance, qui s'incline. Mais pour être en allégeance, pour être pour s'incliner devant la source d'amour, pour s'incliner devant Dieu, devant la source, appelez ça comme vous voulez, bien peut-être que d'abord que j'apprenne à être en paix avec moi-même, à développer la rédemption à l'intérieur de moi, hein. Mettre en lumière les parties de moi qui jugent, qui se jugent, qui préjugent, qui croient, qui ont des certitudes, qui sont orgueilleuses aussi. Hein. Contacter toutes ces parties ombres. Toutes ces parties qui ne sont pas finalement glorieuses, mais qui peuvent aussi nous transmettre une direction, un chemin. Voilà, en tout cas, c'est ma démarche. Donc voilà, moi j'ai fait beaucoup, j'ai aussi travaillé sur moi, pas avec des channels, parce que Crystal Chaya me demande de ne pas suivre des enseignements d'autres channels pour ne pas influencer mon canal. Donc, je n'ai jamais suivi d'enseignement avec des personnes qui pratiquent le channeling. Par contre, j'ai beaucoup travaillé sur moi en supervision avec des psychothérapeutes qui avaient quand même une ouverture de conscience, hein, parce que je n'aurais pas pu être avec quelqu'un qui n'a pas cette tolérance, cette ouverture d'esprit, hein, sur le channeling. Le channeling, c'est... Aujourd'hui, moi, je vis le channeling, je ne me vis pas comme juste une coupe, quoi. Genre un réceptacle qui reçoit une information et puis, ah, c'est pas moi qui dis, c'est Crystal Chaya. Parce que ça, c'est
à la fois, ça demande effectivement de mettre de côté sa personnalité humaine et son ego. Hein. L'ego doit se retirer pour laisser la place au maître qui va donner l'information. Mais en même temps, on ne doit pas non plus se dédouaner et se cacher en disant ah ben c'est pas moi qui a dit, c'est le maître. Parce que non, moi je vois ça plus comme un lien d'amour. Alors je me fais coupe, oui, pour recevoir Cristal Shaya. À ce moment-là, ma personnalité humaine doit vraiment s'incliner, ne pas intervenir au moment des canalisations. Ça, c'est une évidence. Pour être cette coupe, ben, c'est comme un verre, hein, il faut le nettoyer. On ne va pas remplir de plein de choses au fur et à mesure où on le nettoie. Donc, mon travail à moi, ma responsabilité à moi, c'est de me nettoyer, c'est de parcourir mon propre chemin de transcendance pour pouvoir transmettre ben, de façon le plus transparent possible, comme un cristal finalement. Hein. Travailler la transparence du canal pour qu'il n'y ait pas mon ego qui interfère dans tout ça. Voilà. Il y a toujours eu sur Terre des personnes qui ont été des intermédiaires. Alors bien sûr, il y a eu les prophètes, il y a eu les avatars en Inde. Alors je ne me prends ni pour un prophète ni pour un avatar. Mais en tout cas, je suis simplement quelqu'un qui me met au service du divin. Le fait d'être channel, de canaliser Crystal Shaya, c'est un engagement que j'ai avec Crystal Shaya avant ma naissance. Hein, j'ai retrouvé tout ça dans ma vie fœtale. Hein, quand j'ai voyagé dans ma vie fœtale, à un moment donné, là, on va au-delà, hein, dans la pouponnière des étoiles. Et là, j'ai voyagé dans des lieux vibratoires. J'ai contacté mes guides, les maîtres. Et mon mandat aujourd'hui, c'est vraiment de transmettre les enseignements de Crystal Shaya et d'accompagner tous les humains qui le souhaitent, tous les humains qui sont finalement conscients d'être d'origine non terrestre et qui ont de la difficulté à finalement être sur Terre, parce que ça peut être douloureux aussi d'être sur Terre, d'être incarné sur Terre. Donc mon mandat, c'est vraiment de vous accompagner au mieux, de vous transmettre ces enseignements pour que chacun trouve son chemin d'éveil. Voilà. Donc, les enseignements, eh bien, ils se passent généralement en présentiel pour tout ce qui touche l'expérience, hein, la naissance, les respirations en hyperventilation ont besoin d'être vécues en présentiel. Ce n'est pas des stages que je peux donner à distance, là, comme on est en train de faire. Donc, c'est vrai que je les donne principalement en France. Peut-être demain, s'il y a une demande au Maroc, moi, ce sera avec joie que je viendrai au Maroc. J'ai envie pourquoi pas, de faire un travail avec les femmes sur le féminin sacré, sur les blessures des femmes, hein, parce que les femmes ont besoin aussi, ont besoin de reprendre leur place. Hein. Et elles sont aussi, les femmes ont un rôle important, hein, c'est celles qui transmettent la vie, qui éduquent les enfants, donc c'est pas rien d'être une femme aujourd'hui, à notre époque, hein, dans le monde dans lequel on vit. Donc, je donne aussi régulièrement en France, et cette année, en 2023, ce sera au Bucarach, le féminin, le masculin et le couple, hein, aussi. Tout le travail sur le couple sacré. Il y a aussi en visioconférence, on a fait tout un cycle sur les lois cosmiques. Hein. C'est l'enseignement vraiment Melchizedek, les valeurs Melchizedek qui sont transmises pendant cet enseignement. Les lois divines, hein. Les lois divines, elles sont universelles. Peu importe votre religion, elles sont universelles. Vous savez, je dis toujours au banquet divin, nous sommes tous invités au banquet divin. Hein.
à un banquet. Hein. Imaginons qu'on va tous se réunir à une grande fête, un banquet divin. Alors, Dieu nous invite à ce banquet et comme il nous connaît et que nous sommes tous différents, et il nous fait des saveurs différentes. Hein. Il y en a qui voudront du salé, d'autres de l'épicé, d'autres du sucré. Donc, je dirais aussi que les religions, elles sont différentes en apparence, mais les valeurs qu'elles prônent, elles sont vraiment équivalentes. Et ce qui est important, c'est de tous nous réunir finalement au même banquet, hein, tous revenir vers, vers cette source d'amour, cette source de lumière. Et c'est un honneur pour moi et une grâce de pouvoir accompagner les personnes dans leur cheminement, de pouvoir faire en sorte que ces lois divines ne soient pas extérieures, hein, sinon ce serait juste de la morale. Et il manque un bout. La loi, elle est vivante. Hein. Et voilà, donc les Melchizedek, c'est tout l'enseignement des lois de vie. Et j'accompagne les gens donc en hyperventilation à travers les respirations pour aussi être plus en connexion avec le moi quantique qu'on appelle aussi l'être solaire ou la divine présence. Et puis le féminin, le masculin, j'accompagne aussi des cercles d'hommes, des cercles de femmes, la naissance. Parce que la naissance, c'est accepter d'être incarné, trouver sa place, son rôle. Voilà. Donc, les gens qui suivent les enseignements de Cristal Cheyan sont plus en recherche d'une transformation intérieure profonde plutôt que de l'information. Hein. L'information, si c'est pour nourrir la tête, je dirais lisez des bouquins. Et puis, il y a plein de choses aussi qui circulent sur la toile. Aujourd'hui, c'est aussi une chance d'avoir beaucoup d'informations qui circulent. Mais si vous n'êtes que dans l'information, peut-être que vous passez à côté de l'essentiel. Peut-être que même certaines informations vont vous faire peur, ou vous mettre en réaction, ou alors vous mettre dans un état de résignation. Voilà, hein, quoi bon, hein, on ne peut rien faire. Hein, il y a des gens tellement super puissants sur la planète que nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petite échelle? Et je crois que ça, c'est le piège aussi de notre époque. Hein. Trop d'informations nuit à l'être-té, nuit à cette transformation profonde et intérieure. Alors bien sûr, il y a la prière, il y a les mantras, on pratique aussi des mantras de la méditation. Mais je pense que si on n'est que dans la méditation, ou que dans les mantras ou les prières, c'est un soutien, certes, mais est-ce que pour autant vous allez toucher réellement vos ombres? Ou c'est pas parfois une manière aussi de se donner bonne conscience? C'est aussi une question d'intention. Hein. Je suis dans quelle intention quand je prie? Est-ce que je prie parce que quelque part, je m'en veux, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas été sympa, j'ai eu une mauvaise pensée pour vis-à-vis d'un tel, et je prie et je me dis comme ça, j'ai prié, ça a un petit peu compensé mes mauvaises habitudes. Si c'est ça, moi, je vous inviterais plutôt à aller voir comment ça se fait que je nourris encore des mauvaises pensées. Vous voyez, j'irai voir c'est quoi l'origine, c'est quoi la souffrance derrière mes pensées pas très belles. Vous voyez, c'est une autre démarche. Donc voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit, dit ce qui me paraissait important aujourd'hui. Je sais que c'est aussi une responsabilité que d'accompagner des personnes. J'ai accepté cette responsabilité. J'ai accepté aussi que quelquefois, quand c'est trop douloureux pour les personnes d'aller visiter leurs ombres, plutôt que de dire voilà, je suis en souffrance et j'ai un choix à faire, ils préféreront dire c'est Rosanna qui est comme ceci, qui est comme ça. C'est OK. Hein, les transferts, les projections, ça fait aussi partie euh, de mon travail, donc j'accepte ça.
Mais ce n'est pas pour autant que ça ne me touche pas, hein. Je suis humaine comme vous tous, donc je serai aussi sensible à vos réactions. Et surtout, j'espère que s'il y a des réactions, que vous ne restez pas enfermé dedans. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, si vous avez envie de poser des questions, hein, il y a discuté, Christian, je vois des choses. Alors, merci. Non, ça c'était, il n'y a pas de questions à proprement dit. Question-réponse. Alors, pour demander la parole, cliquez. Pour demander la... Voilà. Alors, moi, j'ai quand même un mot à dire par rapport Je ne connais pas bien les Marocains, hein. J'ai été qu'une fois hein, avec Moundir. En plus, les gens avaient beaucoup confiance en Moundir Zinber. Et donc, ils sont venus parce qu'ils avaient confiance en Moundir. Donc, ils ont eu confiance en la personne que Moundir a invitée, en l'occurrence moi, et je le remercie pour ça. Mais moi, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que toutes les personnes qu'on a mis en état modifié de conscience, elles ont toutes ressenti plein de choses. Certaines ont même vu des choses d'autres planètes, quoi. Elles ont dit, tiens, j'étais sur Terre. Enfin, c'était pas la Terre, c'était une autre planète. J'avais l'impression que je suis venue, que c'était trop tard, que j'ai pas pu sauver des gens. Donc, il y a vraiment des personnes qui ont connecté à des mémoires galactiques. Euh, et, et- et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est peut-être pas leur philosophie première. Quoique, bon, Moundir, c'est quelqu'un qui est quand même très évolué et qui a certainement euh, favorisé un travail d'ouverture de conscience là-bas. Voilà, en tout cas, moi, j'ai été très touchée par toutes les belles rencontres que j'ai faites là-bas. Donc, ce serait avec plaisir de venir et de vous accompagner dans ce cheminement, hein, dans toutes ces traversées que vous pouvez faire et que nous vivons tous actuellement sur la planète, hein. Nous sommes tous en train de traverser des choses intenses, hein, et quelquefois inconfortables. J'ai quand même envie de vous dire que justement, quand on traverse des épreuves, l'erreur qu'il peut y avoir, c'est pourquoi je vis ça? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je viens de perdre mon boulot? Pourquoi est-ce que j'ai un cancer? Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi? Je veux comprendre. Waouh! Lâchez ça avant de comprendre qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je sens. Comment je me sens là quand je viens d'apprendre que j'ai une maladie? Comment je me sens quand je viens de perdre mon boulot? Comment je me sens quand mon mari m'annonce qu'il m'aime plus, qu'il en aime une autre? Comment je me sens quand je viens de perdre mon enfant? C'est quoi que je vis, hein? Avant de trouver du sens, c'est important de ne pas être dans le déni de ses émotions, hein. Ça, c'est très, très important. Parce on peut vouloir trouver du sens trop vite, c'est la tête qui va fonctionner, hein. Et on n'a pas besoin du cerveau rationnel pour ça. On doit d'abord se laisser traverser par toutes ces émotions. Parce que finalement, je me suis rendu compte que de vie en vie, d'incarnation en incarnation, on récapitule beaucoup les mêmes émotions. Donc, on ne fait que récapituler de la mémoire. Et ça m'a fait penser récemment que finalement, ce que je suis en train de vivre, ça se trouve, c'est, même si c'est tangible, même si c'est réel, c'est quand même de l'illusion. Parce que c'est que euh, les mêmes émotions qui se répètent. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de vivre d'autres émotions, de vivre vraiment un sentiment de paix, un sentiment de quiétude, hein. Et ce n'est pas dans le monde extérieur que vous allez le trouver, hein. Le monde extérieur va vous mettre en agitation, le monde extérieur va vous demander de performer,
Il va y avoir des crises successives, hein, vous voyez bien, on vit les crises successives. Si vous avez allumé les boutons à la télé, les informations, on ne vous donnera que des mauvaises nouvelles. C'est quoi la réalité? Mais la réalité, c'est ce que je crée. Et pour créer, pour avoir mes pensées alignées, il faut que mes émotions, que mon système émotionnel soit en paix. Sinon, je ne peux pas créer des good vibes, hein, des bonnes vibrations. Voilà. Alors, il y a une question quand même, Thierry. Est-ce que fusionner avec son moi supérieur et ascensionner sont la même opération? Je ne peux pas répondre comme ça une généralité. Hein. Faudrait, Thierry, qu'on puisse un peu... C'est vrai que là, on n'a pas un contact direct. Alors, fusionner avec son moi. Fusionner. Moi, je parlerai pas tellement, je cherche pas à fusionner avec mon moi supérieur. Je suis ce que je suis. Je suis plutôt à faire circuler l'amour dans toutes les parties multidimensionnelles de mon être. Je les réunifie, je les réconcilie. Et parce qu'elles sont réconciliées, elles se réunifient, bah peut-être c'est ça, oui, le processus d'ascension. C'est réconcilier toutes les parties de moi, tous les petits moi qui reviennent au moi unique. Donc, c'est pas fusion-confusion, ce serait plutôt fusion, mais qui part d'un chemin, un chemin de transcendance. Un chemin qui est celui de la réconciliation, de la rédemption, du non-jugement, de l'acceptation. J'accepte que toutes les parties de moi, qu'elles existent, même les parties moches, hein, les parties conquérantes et tout ça, j'accepte qu'elles sont là parce que si elles sont là, c'est qu'il y a eu une souffrance à la base pour qu'elles soient là. S'il n'y a pas eu de souffrance, elles n'auraient peut-être jamais été là. Hein. Ça ne veut pas dire que je sois d'accord avec ce qu'elles font, mais j'accepte d'aller voir ce qui se cache derrière ces parties-là. Ok, merci en tout cas Thierry. Je ne sais pas si j'ai pleinement répondu à ta question, mais voilà. Laïla, alors Laïla, vous avez parlé que vous travaillez sur la transcendance générationnelle. J'ai vu les 8 épisodes du film Le chemin des Oliviers. Ah oui, ok, Laïla. Vous avez vu Le chemin des Oliviers où on parle de la constellation familiale. Alors, bon, on pourrait... J'ai été formée en constellation familiale il y a 15 ans de ça. J'utilise pas l'outil directement comme les constellateurs, comme on voit un peu dans le film. Quoique le film, il y a une partie un peu fiction. Je dirais le bémol. C'est intéressant le film parce que ça montre effectivement qu'on retraverse les mémoires de ses ancêtres, hein, les émotions qui n'ont pas été honorées des ancêtres. De ce côté-là, c'est intéressant, hein, le film en lui-même. Après, le bémol que je mettrais sur le film, c'est on a l'impression que c'est quelque chose qui... Comment? Comme si c'était un peu la boule de cristal, quoi. Waouh! Allez, on met les gens comme ça dans un cercle et tout d'un coup, ah bah oui, je suis dans l'océan, ça tangue. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais le film a certainement son intérêt d'ouvrir un peu les consciences. Oui, on porte de la mémoire. Alors la mémoire, c'est pas que les vies antérieures. Hein. On peut porter effectivement la mémoire transgénérationnelle. Hein. La mémoire de ses ancêtres. En tout cas, ça veut dire quoi? Ce que mes ancêtres, imaginons mes ancêtres, ils ont vécu la guerre. La guerre crée des perturbations dans les familles. C'est pas quelque chose de naturel. Ça perturbe. Ça peut perturber une lignée. Bah, s'il y a des émotions, s'il y a des choses qui n'ont pas été accueillies, acceptées, qui ont été mal vécues, des tabous, des choses cachées, hein, des secrets, ah ben oui, peut-être que je vais devoir mettre à jour les programmes, honorer les émotions de mes ancêtres, les refaire circuler. Je refais circuler l'amour.
dans ce qui n'a pas circulé, quoi. Enfin, une constellation, c'est pareil, il faut le vivre. Il y a quand même quelque chose de magique dans une constellation. Hein. Donc, effectivement, on peut travailler. Et les extensions de l'être solaire, puisque quand on parle, bon, s'il y en a qui ont envie de nous rejoindre dans les stages en visioconférence qui ont commencé en octobre, novembre, il y a déjà eu les 2 premiers ateliers. Il y aura 10 ateliers, c'est un cycle de 10 ateliers qui se déroule sur 3 soirées. Vous pouvez encore enclencher à partir du mois de décembre et revoir les premiers ateliers en visio, puisqu'ils sont en replay. À partir de janvier, on n'acceptera plus de nouvelles personnes. En tout cas, les extensions de l'être solaire, on pourrait aussi imaginer les mettre dans un cercle comme on fait avec nos ancêtres, parce que ce sont des parties de nous où l'énergie d'amour n'a pas circulé. Hein. Mais forcément, on porte aussi de la mémoire transgénérationnelle, c'est sûr. Alors, s'il y avait d'autres questions, non? Ok. Alors voilà, moi, si un jour je me déplace, je peux venir vous accompagner dans un stage naissance, parce que c'est l'incarnation, c'est important. Hein. Moi, j'avais pensé à ça pour nos amis du Maroc, naissance, progescence de l'être solaire, revivre sa naissance, le processus de la naissance, la vie intra-utérine, et puis aussi, pourquoi pas, un féminin sacré pour les femmes, pour libérer toutes ces blessures du féminin, qui sont individuelles, mais qui sont aussi collectives. Hein. Regardez la place de la femme dans le monde. Hein. Ça n'a pas toujours été simple, et c'est encore pas simple aujourd'hui d'être une femme. Voilà, en tout cas, moi, j'ai été ravie de partager un moment avec vous, même si je ne vous ai pas vu. Il y a des noms que je connais, là, des personnes que je connais. Et je serais ravie de vous retrouver, même s'il y en a qui, pourquoi pas, qui ont envie de venir jusqu'en France dans un stage présentiel en respiration. Alors, les respirations, on fait des sessions d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais même si vous n'avez jamais fait une session d'1 heure et vous vous dites, tiens, en décembre, il y a une session de 3 heures, est-ce que je serais capable d'y participer? Pourquoi pas? Vous respirez. On vous accompagne dans cette respiration, tout est possible. Il y a des gens qui ont respiré d'emblée 3 heures et ça s'est très bien passé. Après, c'est vrai qu'on préconise plutôt 1 heure, 2 heures, 3 heures. Encore une fois, pour nos amis du Maroc, moi je suis prête à venir. Si un groupe se constitue, je suis prête à vous accompagner, faire plusieurs stages en week-end. Voilà. Et même s'il devait y avoir des constellations, moi et mon compagnon, un collaborateur, on est formé en constellation, on est prêt à venir vous accompagner dans tout ça. Même vous former, puisque dans cette école Melchizedek, nous formons aussi des personnes à devenir des énergéticiens, à faire des soins énergétiques. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Vous pouvez tout retrouver sur le site www.crystalchaya.com. Cristal comme le Christ, CHRISTALCHAYA.com. Prochainement, nous allons refondre notre site en début d'année avec notre webmaster Alexandre. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire à la lettre mensuelle qui est gratuite, la lettre mensuelle de Cristal Chaya, sur la page d'accueil de notre site. Ce n'est pas moi qui vous ai inscrit, ce n'est pas parce que vous avez fait un stage avec moi ou que ce soir, vous nous avez communiqué vos adresses mail en vous inscrivant. Ce n'est pas moi qui vous inscris, c'est votre démarche personnelle. C'est votre démarche personnelle aussi si vous souhaitez vous désinscrire. Vous pouvez aussi, grâce à cette lettre mensuelle, avoir connaissance de toutes les activités
des stages qui sont en cours. Et pour nos amis du Maroc, je resterai en contact avec Nargis pour organiser quelque chose, si quelque chose doit se faire. Hein. Inch'Allah ou Inch'Allah, hein, comme on dit, hein, à la grâce de Dieu. Voilà. Oui, il y a une question encore? Oui, Leïla, la main est levée. Nargis aussi, j'ai vu, non? Alors, ouais. Voilà. Allô? Oui, oui. Alors, C'est qui me parle? c'est Leïla. Leïla, ok. Bonsoir. Bonsoir, Leïla. Oui, alors, vous parlez de la respiration. Oui. Ces 2 derniers jours, il y a une personne quand même qui, dans un réseau social, qui nous a proposé de faire du Qigong, de faire des séances de connaissance, vous voyez ce que je veux dire. Que pensez-vous de la respiration du Qigong? Alors, moi, j'ai fait très peu de Qigong. J'en ai fait très peu, donc je ne peux pas vraiment en parler, puisque n'ayant pas expérimenté, je ne pense pas connaître suffisamment cet outil pour pouvoir en parler. Mais forcément, c'est très intéressant. Ça a un travail qui va être dans le corps. Hein, Christian, toi, tu connais un peu le Qigong. Pour en avoir pratiqué un peu plus que moi, ça va harmoniser certains méridiens d'énergie de votre corps. C'est pas la même démarche, ça fera pas forcément le même travail. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur le Qigong. C'est très intéressant de faire du Qigong, mais le Qigong, en général, quand on en fait, il faut en faire régulièrement, hein, toutes les semaines, comme un peu le yoga, etc. La respiration, l'hyperventilation, ça ne nécessite pas d'en faire tout le temps. Hein. C'est une fois tous les trimestres, une fois par an, une fois par mois, mais c'est pas toutes les semaines, quoi. Parce que on a besoin d'intégrer ce qu'on a traversé. Voilà, voilà ce que je te dirais. Sinon, Christian, si tu as besoin de dire quelque chose, donc c'est Christian, mon collaborateur, qui va dire quelque chose là-dessus. Il prend la parole. Voilà, oui. Donc le Qigong, en fait, le propos est quand même différent. Dans la respiration holotropique, on va aller chercher des mémoires. Et dans ces mémoires, il y a des émotions. Et dans ces émotions, on fait un travail donc de reconnaissance des émotions. Dans le Qigong, c'est une harmonisation des énergies yin-yang par les différents méridiens yin, différents méridiens yang. Voilà. Et donc, au-delà de ça, là, on peut aboutir effectivement à des émotions parce que dans chaque méridien transporte, véhicule est plus sensible à une émotion qu'à une autre, mais on ne va pas véritablement chercher les mémoires. C'est une harmonisation énergétique, Qigong, très bien. Qi, c'est énergie. Gong, ça veut dire travail. Donc, c'est le travail de l'énergie. Okay, mais le propos est différent. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très bien, c'est très bien. C'est très, très bien. Et il y a différentes écoles de Qigong. Chaque maître pratiquement a sa méthodologie, avec sa théorie. J'en ai fait pratiquer différentes et c'est toujours très intéressant, si ce n'est qu'encore une fois, le propos est différent. Ouais. Voilà. Allô, allô, Oui, Rosanna? oui, Oui, bonsoir Rosanna, Chamira, bonsoir Christian, c'est Nargis. Nargis, voilà. Bonsoir tout le monde. Bah, je voulais te remercier infiniment d'avoir répondu à notre appel, Rosanna. Euh, Toujours un plaisir de te voir et de t'écouter. Merci. Tes enseignements très enrichissants. Voilà, donc moi, j'ai pas de questions pour ce soir, mais par contre, j'aimerais bien qu'on programme réellement et très rapidement une visite ici au Maroc, à Rabat. Avec Euh, plaisir. Bon, on va s'appeler alors. oui, 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 vraiment, il le faudra avec le groupe des femmes ici au Maroc. Pas de souci, avec grand plaisir. Et puis, Nargis, bah, je tiens à te remercier aussi, hein, parce que c'est vrai que voilà, tu es cet intermédiaire pour le Maroc. Et je te remercie pour ça. Et avec plaisir de revenir au Maroc. Et on va s'appeler dans ce sens.
Et sachez qu'il y aura le replay, hein, donc s'il y en a qui n'étaient pas en direct, vous aurez le replay de cette soirée, de ce qu'on a échangé. Mais je pense que c'était important que les gens ils aient au moins un contact, quoi, qu'ils savent si Rosanna vient, Absolument. c'est qui Rosanna. Et si je viens, peut-être que ça dépend du stage qu'on fera. Si c'est naissance, par exemple, je viendrai avec Christian qui m'accompagne. Hein. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Puis merci à tous les autres, hein, parce que du coup, ça a ouvert la porte à tous nos amis francophones aussi, de France, du Québec et d'ailleurs. Donc voilà, s'il y a des personnes que vous connaissez, à qui vous avez envie de faire connaître cet enseignement, bien, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez, ils peuvent récupérer le replay. Hein. C'est une transmission gratuite. Je vous rappelle aussi qu'on va faire un atelier le 22-12 2022, c'est une sacrée date, hein, 22-12-22 à 20h30 en visioconférence au prix de 35 €. Vous pouvez vous inscrire dans l'agenda du site si vous avez envie de travailler sur ce portail du 22-12-2022 avec Christelle Chayal, l'ashram channeling, avec une guidance sur cet atelier. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et à très bientôt. À très bientôt, Rosanna. Merci, Christian. Merci, Rosanna. Au revoir. Prenez soin de vous. Hein, merci. Au revoir.